Ils avaient des casques avec des têtes de mort, vous savez. Hein, puis ça galopait sur les trottoirs, puis vous savez, même eux, on avait poète, hein. Et le plus dur, c'était les obus. Ah, les obus. Oh, on était fous. Les Allemands, ce qu'ils voulaient, c'était dominer les collines pour avoir le Pas-de-Calais et les mines. C'est ça qui était. C'était pas une gifle, c'était une main. Il y avait un obus qui avait éclaté, et puis il y avait une main coupée qu'elle est venue cocotte ma joue. L'Artois, dans le Pas-de-Calais, a été l'un des pires champs de bataille de la Première Guerre mondiale. En fait, l'envahisseur, les Allemands, avaient tout de suite repéré cette zone comme stratégique, une zone industrielle forte et riche. Et puis, au cœur de cette plaine de l'Artois, Notre-Dame-de-Lorette, pour dominer toute la plaine, notamment vers le sud. 4 années de bataille effroyables, 4 années aussi de douleur, de frayeur pour la population civile envahie. Dans quelques instants, vous allez découvrir le premier volet d'un documentaire très fort qui retrace justement ces 4 années de guerre au cœur du pays de l'Artois. Et nous aurons un autre rendez-vous samedi à 20h30 pour le deuxième volet. Ce soir, nous allons plutôt voir la chronologie des années 14 et 15 pour ensuite nous retrouver samedi pour cette deuxième partie de cette terrible guerre. Alors avec nous, Yves Lemaner, qui est historien, et à ses côtés, 2 lycéens. Avec Julie et Guillaume. Julie nous vient de Noël-sous-Lens et Guillaume est en lycée à Aulnoy-Emery, tous les deux passionnés à des titres différents par cette Première Guerre mondiale. Juste une question, Yves, avant de découvrir ce documentaire. C'est certainement l'Artois, le théâtre où il y a eu les plus importantes batailles, le plus grand nombre de morts. Or, lorsque l'on parle de la Première Guerre mondiale, on pense d'abord et quasi uniquement à Verdun, au champ de la Marne. Pourquoi ? Alors c'est assez curieux de constater, vous l'avez bien souligné, que des hommes de la terre entière sont venus se battre et mourir ici sur la terre d'Artois et de Flandre française. Mais en 1916 s'est produite la bataille de Verdun, un affrontement vital entre la France et l'Allemagne. Et c'est une sorte de trou noir qui a absorbé toute la mémoire des peuples. Et donc on a rapidement assimilé la Première Guerre mondiale à cette seule bataille en oubliant d'autres lieux sanglants, d'autres lieux terribles comme ce fut. Parce que quelque part c'est le symbole. On a bien compris à Verdun que ça allait se jouer de façon définitive. Celui qui l'emporterait à Verdun gagnerait la guerre. Et donc on a fini par effacer la mémoire des combats anciens, ceux de 14, de 15, qui ont été d'une immense sauvagerie. Mais tout ça a été comme gommé. Ouais. Seules les familles ont gardé ce souvenir après-guerre. Le français a le symbole sélectif. Toujours. Le français a besoin d'un lieu qui incarne un fait, qui incarne un élément important de son histoire. Et Verdun est devenu celui-là, alors que Notre-Dame-de-Lorette, Vimy, Bulcourt, Fromelles, tous ces noms parlent non seulement à la mémoire française, mais à la mémoire de gens qui vivent loin de nous, à la mémoire canadienne, australienne, néo-zélandaise, parce qu'on est venu des hommes très jeunes, 20 ans en moyenne, combattre sur ce sol. Et vous confirmez que ces batailles qui ont vraiment occupé du premier au dernier jour de cette terrible guerre, vous confirmez que c'est là que ça s'est joué, quoi. L'horreur, elle était partout, mais essentiellement là. L'horreur, elle était présente là, comme sur l'ensemble du front occidental, mais avec peut-être plus de puissance encore, parce que ce lieu était un lieu symbolique, un lieu, une colline un petit peu dominante, et donc les Allemands avaient pris la précaution dès le début de la guerre d'occuper les hauteurs, et les Français et plus tard les Britanniques ont passé des mois et des mois pour tenter de regagner les points hauts avec des coûts humains qui se chiffrent par centaines de milliers de morts pour chaque grande offensive. Vous entendez, des centaines de milliers de morts. Alors j'ai hâte de continuer la discussion avec vous, avec nos autres invités. Tout de suite, et vous faites bien d'être avec nous ce soir, je vous propose de découvrir ce très puissant documentaire. Alors c'est un trio qui l'a conçu et réalisé, avec Jean-Paul Victor qui va nous retrouver juste après sa diffusion, et aussi Robin Sheffield et Serge Dietrich. Terre de mémoire, l'Artois dans la Grande Guerre. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Et on se retrouve après. Ils avaient des casques avec des têtes de mort, vous savez. Hein, puis ça galopait sur les trottoirs. Puis, vous
Vous savez, même eux, on a vos poètes, hein. Et le plus dur, c'était les obus. Ah, les obus. Oh, on était fous. Les Allemands, ce qu'ils voulaient, c'était dominer les collines pour avoir le Pas-de-Calais et les mines. C'est ça qui était. C'était pas une gifle, c'était une main. Il y avait un obus qui avait éclaté, et puis il y avait une main coupée qui est venue cocotte ma joue. Paris, le 3 août 1914. Monsieur le Président, les autorités administratives et militaires allemandes ont constaté un certain nombre d'actes d'hostilité commis sur le territoire allemand par des aviateurs militaires français. Je suis chargé, et j'ai l'honneur de faire connaître à votre Excellence qu'en présence de ces agressions, l'Empire allemand se considère en état de guerre avec la France du fait de cette dernière puissance. Ma mission diplomatique ayant ainsi pris fin, il ne me reste plus qu'à prier votre Excellence de vouloir bien me munir de mes passeports et de prendre les mesures qu'elle jugerait utiles pour assurer mon retour en Allemagne avec le personnel de l'ambassade ainsi qu'avec le personnel de la légation de Bavière et du consulat général d'Allemagne à Paris. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Signé Baron Wilhelm von Schön, ambassadeur d'Allemagne à Paris. Durant l'été 1914, les différentes nations d'Europe entrent en guerre par jeu d'alliance ou par intérêt direct. Depuis des années, chez la plupart des futurs belligérants, les nationalismes exacerbés se traduisent par une volonté d'expansion au détriment de leurs voisins. La tension existe déjà. L'assassinat par un étudiant nationaliste serbe de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, déclenche les hostilités. Les alliés de la Serbie et de l'Autriche-Hongrie entrent en guerre à leur tour. D'un côté l'Allemagne, de l'autre la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Pour éviter de se faire prendre en tenaille entre la Russie et la France, les Allemands prennent de court le gouvernement français en jouant sur leur rapidité d'action et leur supériorité militaire. L'armée allemande se met en marche et déjà le Luxembourg puis une partie de la Belgique sont envahis. Ils envisagent une victoire immédiate avant l'entrée en ligne des Anglais et des Russes. Dans le nord de la France, un sentiment de panique se mélange au sentiment de patriotisme. Ici comme ailleurs, personne n'imagine à ce moment précis que le conflit va durer plus de 4 ans, creusant ainsi la tombe de plusieurs millions de soldats venus des 5 continents, mais également de civils. Du côté du plateau de Lorette, lieu stratégique non loin de Lens, la ligne de front ne va pratiquement pas se déplacer, transformant ainsi la région en un des pires champs de bataille de l'histoire. J'avais 8 ans à l'époque, à la déclaration de la guerre, en 14, j'avais 8 ans. Donc, j'ai été tout de même impressionné. Devant les événements, on sentait que c'était tout à fait extraordinaire. Tout le monde poussait des cris, tout le monde pleurait. J'avais de la guerre, passé, j'avais de la guerre. J'avais de la guerre, on en tremblait sans savoir ce que c'était que de la guerre, quoi. Hein. C'est vrai, quoi. Hein. On avait peur. Tous les racontars les ont dit, tout ça. Hein. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le tocsin, pour annoncer la mobilisation. En France, la mobilisation générale se passe pour certains dans la bonne humeur, par patriotisme et avec la fierté d'en découdre avec les Allemands, dont l'armée est sous-estimée. Les Français ont une revanche à prendre après la perte de l'Alsace et de la Lorraine en 1871. Peu sont conscients de la longue et pénible guerre qui les attend. Beaucoup pensent qu'ils seront démobilisés à la victoire, c'est-à-dire 1 mois plus tard, juste à temps pour les moissons.
De son côté, le gouvernement français se focalise sur l'est du pays, imaginant une attaque directe par la frontière avec l'Allemagne. Il ne se doute pas que la stratégie adverse, symbolisée par le plan Schlieffen, est de contourner l'armée française en envahissant la Belgique, pourtant neutre, puis la riche région industrielle du nord de la France. Et la France dépendait énormément sur le plan industriel, et notamment dans l'effort d'industrie de guerre, de charbon, de l'Artois. Donc l'intérêt des Allemands, c'était de maîtriser complètement cette richesse en énergie et en matières premières pour la sidérurgie. Et également, donc, un autre aspect de notre région, c'est d'être le carrefour entre la Grande-Bretagne et la France. Les alliances récentes entre la France et la Grande-Bretagne donnaient à ces liaisons une importance considérable. J'ai travaillé aux mines comme Galibo. Alors, à l'âge de 15 ans, la guerre s'est déclarée. Puis après, au tir, j'ai été remarqué comme bon tireur. Parce que j'ai toujours aimé les armes à feu. Étant gamin dans les Ducasses, ma mère me disputait et je dépensais tous mes sous à tirer à la carabine dans les Ducasses. Alors, comme j'étais bon tireur, ils m'ont envoyé dans un bataillon d'instruction. On pense que la guerre va se dérouler très, très rapidement et on pense que les choses vont se passer dans l'est de la France, à la frontière avec l'Alsace-Moselle, c'est-à-dire à la frontière avec les territoires qui sont occupés depuis la guerre de 70 et qui font partie, bien sûr, de l'Empire allemand. Très rapidement, les Allemands pénètrent en Belgique et dans leur avancée essayent de s'emparer des côtes maritimes du nord de la France. L'armée belge, aidée par les Anglais, réussit à stopper l'avancée à Ypres. Mais les Allemands descendent aussi sur Paris. En à peine quelques jours, ils sont aux portes de la région de Lens et de son bassin minier. L'armée française repousse les avancées allemandes dans la Marne, mais ne parvient pas à freiner les avancées du nord. Contourné par les plaines de Flandre pour pouvoir pénétrer facilement par l'Artois. Et c'est là que Lorette a une importance. C'est quand même, dans ce plan, la seule citadelle qui était sur la route des Allemands, sur la route prévue des Allemands. Le drame, c'est qu'on les laissait tomber en 1914. On n'a pas vu de soldats français. Les premiers soldats français que j'ai vus, c'était des gardes forestiers qui étaient mobilisés pour la Gouille, en sortant de la place à Nazaire, qui gardaient le front, quoi. C'était le front, c'était le français, on pouvait dire. Les Français étaient des pauvres diables, comme on se dit ici, c'est pas pareil. On était des vachers à côté d'eux. Eux, ils savaient tout, ils avaient du cuivre, et ils étaient là une normand que rien. Les Allemands prennent rapidement position sur le plateau de Lorette. Les appuis militaires anglais ne sont pas encore arrivés dans la région. Certains soldats français attendent encore leur équipement face à un ennemi largement armé et déterminé à garder sa position sur le plateau. J'étais vraiment curieux. Ils étaient habillés avec des bottes déjà. Ça nous semblait drôle. J'étais pas les mêmes habits que les Français, forcément. Eux, ils avaient un pantalon rouge. Les fantassins français. J'ai rencontré 2-3 soldats, 2-3 cavaliers, ils étaient camouflés derrière. J'ai tous rencontré sur la route entre Ablain et Servin. Ils étaient camouflés là, les cavaliers français. Et puis ils étaient désemparés, quoi. Ils étaient perdus, quoi. Ils sont partis au mois d'août. Ils étaient équipés en tenue d'été, en tenue du 19e siècle. Et tout d'un coup d'un seul, il a fallu qu'ils s'adaptent à un hiver rigoureux, l'hiver 14, à un terrain difficile et dans des conditions de topographie délicate.
Début octobre, le front est stabilisé tant bien que mal au pied du plateau, mais les pertes sont nombreuses. Alors qu'arrivent les alliés britanniques, la ville de Lens tombe et les premiers éclaireurs allemands envahissent les rues. Les enfants voient pour la première fois des soldats à cheval qui se veulent terrifiants, tels les Uhlans de la guerre de 1870. Tout d'un coup, en arrivant au bord d'Ablain-Saint-Nazaire, entre Souchet et Ablain, qu'est-ce qu'on voit arriver sur nous? 6 Uhlans. 6 Uhlans. La garde impériale du Kaiser, hein, à Poulan, hein, qui dirigeait l'Allemagne. Alors, la masse, alors, on était bouleversés. On appelait ça les Uhlans de la mort, avec des lances, et puis ils avaient des casques avec des têtes de mort, vous savez. Hein, puis ça galopait sur les trottoirs, puis, vous savez, même eux, on avait poète, hein. On avait plutôt peur qu'autre chose, hein. Et ils sont rentrés dans les maisons. Alors avec quelques scènes évidemment de violence, et puis à côté de la maison, chez Mella, il y avait un boutique qui était complètement saccagé, vidé, et c'était des terribles. On disait même que c'était des bannières qu'ils étaient libérés pour venir faire la guerre. On avait même peur, on avait même peur d'eux, hein. Et moi et puis la dame qui était avec moi, on était stupéfaits, hein. Elle ne savait quoi dire, et quoi faire. Hein. Alors on les a laissés passer tranquillement, hein, bien entendu. Hein. On s'est mis égarés sur le côté, et puis laissés passer. Ils ne nous ont pas parlé, ils n'ont rien dit, ils nous ont regardés, puis c'est tout. Avant l'arrivée des Allemands, des rumeurs sont déjà passées de village en village. Elles font état de maisons rasées et d'exécutions d'otages civils. Les populations les plus exposées, comme celles de la Belgique voisine, fuient sur les routes vers la France. Ils colportent avec eux l'image terrifiante de crimes commis par les soldats allemands sur leurs concitoyens. Rumeurs d'exécutions de civils, de viols et de mains coupées aux enfants. Les populations civiles du Nord ont connu l'invasion, d'abord par l'invasion de la Belgique, puisqu'elles ont vu arriver l'exode de populations civiles belges affolées par l'entrée massive des troupes allemandes en Belgique, d'une part, et affolées d'autre part par les atrocités commises par ces troupes. Et dans un deuxième temps, très rapidement, elles ont été elles-mêmes les victimes de cette avance allemande. Et donc, un certain nombre d'entre elles ont essayé de fuir les départements qui se trouvaient envahis, le Nord, puis le Pas-de-Calais. Certains sont arrivés à fuir, d'autres n'ont pas réussi. D'autres n'ont pas voulu fuir parce qu'ils ont pensé que ce n'était pas possible que les Allemands s'installent, qu'ils allaient être arrêtés très rapidement par les troupes françaises. Il y avait un vieux qui était dans sa propriétaire de la ferme, où on était à Gavion. Hein. Ah, il dit, vous savez, Céline, il dit après ma mère, je ne manierai pas sans vous. Oui, mais tout d'un coup, on a ramassé tous ces vieux, là. Et alors, tout d'un coup, il n'y avait plus que nous. Tout le monde était sauvé. On était tout seuls, restés. Maman avec ses 5 gosses, c'était moi l'aîné, les garçons. Et maman, on était nuls avec ses chevaux. Et alors, ce soir, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec mes chevaux? J'en avais un jeune de 30 ans, et 30 mois. Et puis, un plus vieux. Ce soir, comment que je vais faire? Ça, j'étais inquiet pour mes chevaux, moi, tout gosse que j'étais. Et alors, je vous jure, je m'ai mis à genoux, ils ont parti voir, ils dit, ah, devant m'en aller, elle dit, merde. Elle ne parlait pas trop. Hein. Et elle dit, je vais tout dire, allez voir ce qui se passe à encore. Et ils sont tous partis en haut, pendant 1 heure. Puis je m'ai mis à genoux, puis j'ai prié, hein, pour pas qu'elle soit obligée de partir, parce que je veillais au soir comment vous allez faire. Hein. Et alors, elle en revient, ah ben, elle dit, il arrivera ce qui arrivera, mais ça ne va pas. Ah, j'étais heureux. Il faut se rendre compte que les hommes étaient partis. Donc les épouses, les mères et ainsi de suite devaient assumer
la vie de leur famille. Et puis, par moments, ce ne fut pas facile, surtout au départ. Il a fallu que les femmes qui habituellement étaient à la maison, les ménagères, se mettent à travailler. La bataille de Lorette s'avère pénible pour les Alliés. Non seulement ils sont en contrebas du plateau, sous le feu incessant des Allemands, mais le terrain est aussi difficile. Les soldats doivent avancer dans une boue argileuse et dans le froid. Alors, on est parti au front. Alors c'était là, j'avais jamais été, on n'avait pas eu contact. On arrivait dans un village le soir. Le capitaine, il dit, ici, débrouillez-vous pour dormir. Alors moi, j'ai dormi sur la dure, c'était la première fois. Mais le lendemain matin, il nous a rassemblés. Alors, parce qu'il nous a fait déployer en tirailleurs, à 5 pas. Parce que quand on attaquait dans la plaine, on était à 5 pas de distance. Tandis que les Boches, ils attaquaient à renserrer. Tandis que nous, c'était à 5 pas. Alors, c'est là que j'ai vu les premiers tomber. Voilà. Alors, comme il n'y avait pas eu contact, on a avancé 1 kilomètre ou 2 et on a dit, faites votre trou. Alors, comme on avait des pelles-bêches et des outils, on a fait chacun son trou. Et ensuite, j'ai continué. Et j'ai fait tous les fronts. Mais je ne me rappelle plus les noms des villages que j'ai passés. Lorette est particulièrement difficile. Ça représente comme une main avec 5 éperons côté sud, avec des pentes très importantes et d'un accès difficile. Au-dessus, il y a un plateau. Et côté nord, il y a des pentes beaucoup plus douces qui sont d'un accès nettement plus aisé. Les Allemands occupaient une partie du côté nord. Mais côté sud, c'était resté français. Donc les Allemands, en tenant les hauteurs de Lorette, maîtrisaient tout le bassin d'Artois, toute la plaine d'Artois qui était au sud. Et le plus dur, c'était les obus. Ah, les obus, on était fous. Ils éclataient le bruit. Voilà. On était tués par la déflagration. On n'était pas toujours tués par les éclats, c'est la déflagration, le bruit qui attaquait les tapons. Les tapons. Ben justement, on voyait un véritable feu d'artifice. Hein. Tous les jours au soir, c'était le ciel illuminé par les éclats d'obus, par les obus, par les fusées éclairantes, les mitrailleuses qui fusaient, tout ça. Enfin. Et alors un bruit. Hein. Et justement, mon père il me faisait appuyer contre le mur pour écouter, pour mieux donner le son. Quand on entendait un obus qui arrivait, ça faisait zouh. On passait à la cave. Et alors, comme on avait une cave à notre maison, qui alors pas pour nous, mais au côté, il y avait des caves de vin, c'est M. Courtet. Elles étaient plus solides, des caves voûtées. Alors, on a fait un trou dans la cave voûtée pour nous sauver dans cette cave-là. On passait par le trou. Et on couchait à la cave. On couchait à la cave. Et puis on laissait dans la porte de l'entrepôt de vin, entrouverte pour que les gens qui passaient, qui rentrent aussi. Une fois, j'étais sur le parapet. J'étais sur le parapet, mais j'étais garde. Tout d'un coup, je reçois comme une gifle en pleine joue. Et je dis à mon camarade, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce qui te prend? J'ai été dans une gifle. C'était pas une gifle, c'était une main. Il y avait un obus qui avait éclaté, et puis il y avait une main coupée qu'elle est venue contre ma joue. J'ai reçu la gifle d'une main coupée. Au
cours des mois d'hiver, dans le froid, sous la pluie et dans la boue, sous le feu des batteries allemandes, les Alliés multiplient les tranchées, les boyaux et les cheminements. Ils disposent d'une forte artillerie sur le terrain en arrière et construisent, pour les ravitaillements et les évacuations, des chemins de fer à voie étroite, aménagent des dépôts de munitions, de vivres et des réservoirs d'eau. L'avancée alliée est très lente mais meurtrière. Des deux côtés, les pertes sont immenses. Jamais, depuis le début de la guerre, autant d'hommes ne sont tombés en aussi peu de temps. Alors, vous savez, c'était au soir, c'était, elle voyait bien chez Bol tracé, vous savez. Et puis, elle attendait bien chez coup de fusil. Hein. Après, il y a eu des canons, il y a eu des crapouillots, toutes sortes. Hein. Vous savez, c'était la Grande Guerre. Hein. Vous savez, et il a manqué un tel. Hein. Vous savez, je me rappelle, quand ils ont fait la grande attaque, il en restait 3. Ils avaient enfermé tous leurs sacs et tous leurs armes. Au lieu de partir sac au dos, ils ont parti avec une fusil et puis... et quand ils sont venus, il n'y avait plus que 3 vivants. Les autres, ils étaient à l'hôpital. Un tel, il a servi d'escalier. Dans ce cas qu'il nous racontait. Vous savez, c'était pas gai. Il avait dur d'avoir ça. Puis ça a duré tant que les Anglais arrivent. Alors la bataille de Lorette est une bataille bien particulière, en ce sens que Lorette, les Allemands y sont arrivés le 4 octobre 1914, est à la charnière de 2 conflits. Un conflit d'offensive, qui s'arrêtera tout début octobre 14, et ensuite une guerre de tranchées, qui ici à Lorette a pris un aspect particulièrement pénible pour les hommes. Vimy, l'eau passe, c'est une colline de craie. Lorette, l'eau passe pas, l'eau coule. L'eau coule rendant la vie impossible aux soldats. Et pendant 15 mois, d'octobre 14 au printemps 1916, les soldats vont se battre dans de la boue. La boue qui enraye les armes, qui rend difficile tout déplacement. Je rappelle que les hommes n'ont pas des chaussures de marche. Ils ont des semelles de cuir cloutées. Sur de l'argile, croyez-moi, on ne tient pas beaucoup. Donc pendant tous ces 15 mois, le travail des Français a été de reconquérir, éperon par éperon, le plateau de Lorette, au prix de pertes incroyables. Ils montaient 8 jours à Lorette et ils redescendaient. Mais, vous savez, là, c'était pénible. Parce qu'ils revenaient, ils étaient pleins de terre, ils étaient usés. Parce qu'il fallait creuser, trancher pour se cacher là-bas. Parce que les Allemands, ce qu'ils voulaient, c'était dominer les collines pour avoir le Pas-de-Calais et les mines. C'est ça qui était. Alors, ça a duré longtemps. Et en 1915, ils ont fait l'attaque pour les refouler, parce qu'ils étaient avancés assez loin. Et alors, il y a Richard Fort, je ne sais plus, toujours qui est venu, puis qui a dit il faut absolument tenir. Hein. Et là, il y a eu une contre-attaque, et c'est là qu'il y a eu tant de morts. Hein. Ah, ouais. Au mois d'octobre, j'étais à Lorette, d'ici. Alors, tout le reste, maintenant, tout est construit. On voyait, c'était bien clair. On voyait les obus éclatés sur Lorette, là-bas. Il y a Bardet aussi, là. Il y a eu 100 000 tués, là-bas. Hein. On entendait comme ça n'y était. Hein. Ça claquait les obus, même la nuit. Hein. Et lançait des fusées éclairantes. On voyait ça comme ça n'y était. Hein. Quand ils attaquaient en rang serré. Alors nous, on était 4. On avait mission de viser le lance-flamme.
parce qu'il y avait des lance-flammes en avant. Alors on était 4. Sur les 4, il y a toujours une balle qui abattait le lance-flamme. Alors là, ça faisait du dégât dans les boches. Lui, il tombait, puis il oubliait de fermer le robinet de son lance-flamme. Alors, le lance-flamme, il faisait explosion. Alors les boches, les gens, ils prenaient feu. C'était des torches vivantes. Les civils français en zone occupée sont arrosés régulièrement par l'artillerie française ou britannique. Ces objectifs sont militaires, mais les bombardements sont tels que les villageois se retrouvent eux-mêmes victimes des premiers obus. Ici, c'était le front, quoi. Hein. Lorette, Vimy, tout ça. Tout ça. Je me souviens quand j'ai fait ma communion le 31 mai 1915, et ben l'église, elle tremblait. Puis d'abord, monsieur le curé nous avait dit de pas faire notre communion en blanc, parce que c'était la guerre. Quand les papas reviendront, ben on vous fera des cérémonies. Et je me rappelle, j'avais eu une robe grise. Alors, donne-moi 5. Ah, c'est 4 ans dans les soldats, hein. Puis, tous les obus, un coup sur la cave. Mais nous, les gamins, on trottait toujours dehors. On n'avait pas peur. Il y a eu mon frère Auguste qui est venu, justement, son régiment, il est venu à Lorette. Le 15 mai 1915, on croyait que les Français qu'ils allaient percer, et ils croyaient qu'ils allaient passer. Alors, il s'avait procuré du ravitaillement, du café, du chocolat, du pain, même des bidons de pinard qu'il avait dit. Il avait pris qu'il allait nous donner à manger, parce qu'il savait très bien qu'on était plutôt à court, hein, qu'on avait plutôt faim. Ça, je me souviens qu'il a dit quand il était venu retrouver et dire j'ai failli vous tuer, bien là, on aurait pu vous tuer quand on tirait sur Hénin. Dans la région, les principales cibles sont les dépôts de poudre et de munitions, les routes et tout ce qui pourrait servir de poste d'observation. Les cheminées des usines, les clochers des églises et les beffrois des hôtels de ville. Peu à peu, le patrimoine économique et historique disparaît. Par ailleurs, dans les villes qu'ils occupaient proches du front, ils mettaient des pièces d'artillerie proches des maisons, de façon à éviter de subir des bombardements excessifs de la part des Français, dans un premier temps, puis ensuite des Britanniques. Mais les Français tiraient quand même. Ils essayaient de faire taire les grosses pièces d'artillerie allemandes qui se trouvaient dans l'immédiat arrière du front. Donc les bombardements les plus importants avaient lieu côté français en direction de ces villes. C'est certain que les villes comme Souchet, comme Angres, comme Liévin Lens, ont été essentiellement bombardées par l'artillerie française. Ma grand-mère, elle n'avait plus de maison parce que le premier obus français qui est tombé sur le Saint-Roël, il a tombé sur sa maison. Elle a tout brûlé. Alors j'ai donc été séparée de ma mère. Et je suis arrivée au Brebis par les tranchées. On n'avait pas encore ramassé les morts. J'ai vu 2 hommes embrochés l'un dans l'autre. Ils étaient tombés sur un talus et on ne les avait pas encore ramassés. Les Allemands avaient évacué, dès début 1915, les populations civiles dans l'immédiate
arrière du front. Pour Lorette, c'était essentiellement sur Liévin-Carency. Hein, la première évacuation de Liévin a eu lieu sous l'égide de la Croix-Rouge le 15 janvier 1915. Et ensuite, c'était régulièrement tous les mois des trains entiers qui partaient via la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, pour revenir, pour rejoindre la France non occupée. Mais les Allemands gardaient les jeunes hommes, donc essentiellement des gamins de 15-16 ans, avec eux, de façon à les utiliser comme main-d'œuvre. Ah oui, ben forcément, ils avaient besoin du charbon, ils avaient du charbon gratuitement, les Allemands. Alors, ils les réquisitionnaient pour des vieux assez vieux ou bien assez jeunes pour aller travailler, pour faire du charbon, puis du coke, surtout les coques, pour leurs besoins. Hein. Très rapidement se met en place une véritable guerre du charbon. Les mines passent de part et d'autre de la ligne de front et chaque camp continue à exploiter la roche. Les Boches sont arrivés à Vermelles. Vermelles a été pris le 6 décembre, le jour de Saint-Nicolas, par les Gouniers. Hop, ils les ont coupé le cou. Alors le front, il a été tenu entre Auchy et Vermelles, en passant devant la Bassée, entre Auchy et Vermelles, Los-Sagoël, Lens, Liévin, Vimy, et après dans la Somme. Ils n'ont pas évacué Mazagab pour garder les travailleurs qui travaillaient encore au numéro 6, le 2, le 1 et le 10. S'ils évacuaient Mazagab, il n'y avait plus personne pour travailler au numéro 2. Et il fallait du charbon. Au bout d'un moment, ils ont été obligés d'aller travailler de nuit. Il n'y avait plus de poste du matin parce que les Allemands, ils canardaient. Vous savez, parce qu'on a eu des marmites, hein. Ah. Peu à peu, dans les communes occupées, les Allemands imposent leurs lois dans la durée. Affiches menaçantes, arrestations arbitraires, interrogations insidieuses, perquisitions et réquisitions. La gestion administrative est dorénavant allemande. Dans toutes les communes sont créées des Kommandantur et déjà la vie se déroule sous le signe de la rigueur et de l'oppression. Il y a eu des exactions qui étaient principalement les réquisitions, très importantes, et là aussi pour l'effort de guerre allemand. L'idée n'était pas de priver les civils, l'idée était de trouver le maximum pour l'effort de guerre allemand. Il faut bien voir que les Allemands sont très rapidement dans une position extrêmement difficile, puisque leurs approvisionnements sont totalement bloqués. Et donc, ils dépendent entièrement de l'interne de l'Allemagne et des empires centraux en général. Et donc, ils vont essayer de se servir partout, et en particulier dans les territoires qu'ils occupent. C'est particulièrement de bonne guerre, c'est particulièrement horrible pour les populations civiles qui sont petit à petit privées de tout, et en particulier de nourriture. Et alors, ils ont pris l'administration premièrement, avec la mairie, mais ils ont laissé le personnel un peu. Mais toujours sous leur domination. Mais eux, ils ont fait leur bureau de leur commandature. C'est eux qui géraient tout, sur tous les points. Si on voulait se rendre dans un autre endroit, supposons pour de la famille ou n'importe quoi, puis on avait le droit à autant de kilomètres, puis il fallait la laisser passer, aller à la commandature, faire des formalités pour pouvoir y aller. Hein. Tout ce qu'on faisait, il fallait le demander aux Allemands. Alors, puis c'est eux qui dirigeaient pour le ravitaillement. Il fallait avoir un grand respect pour eux, évidemment. Comme nous, par exemple, je vous ai dit, faire saluer
les gosses, les officiers, il fallait enlever notre casquette, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de casquettes. Tous les gamins, en allant à l'école, on était obligés de saluer les officiers allemands. Alors nous, on trouvait moyen pour l'éviter. On traversait le trottoir ou bien on faisait semblant de se battre pour tant qu'ils passaient, pour pas saluer. On ne bravait pas devant les Allemands parce qu'on en avait plutôt peur qu'autre chose, hein. Ouais. On impose aux habitants de ces communes une discipline sévère et collective dans le cadre d'une vie militarisée. Les taxes imposées pour l'effort de guerre par l'occupant vident les caisses des municipalités et les poches des habitants. Alors, élever des taxes pour un oui, pour un non, notamment pour les chiens qu'il fallait payer. Alors, pour ne pas payer la taxe, pour dire de donner de l'argent pour tuer mes frères, j'ai été noyer mon chien dans le marais de Montigny. Oh, c'est un... Ah oui, j'en ai pleuré bien souvent, hein. Alors mes parents, ils m'ont monté, ben, tu vois, comme ça, l'argent qu'on n'a pas donné pour le chien, et il n'a pas servi à faire des balles pour tuer tes frères. En 1915, la majorité des pays de la planète s'engagent dans le conflit. Alors que les États-Unis tardent à franchir le pas, ce sont des habitants de tous les continents qui se battent, parfois dans leur région, mais souvent sur les fronts européens. De leur côté, les Alliés peuvent compter sur leurs colonies. Les matières premières sont mises à disposition de l'effort de guerre, tandis que l'ennemi subit un blocus. De même, ils enrôlent les indigènes. Les Hindous et les Africains se battent aux côtés des Anglais, des Français et des Canadiens. Ils viennent avec leurs coutumes et souvent leur propre manière de faire la guerre. Ici, on a eu tous les soldats. On a eu des Hollandais, des Anglais, des Écossais, après des types coloniaux. Il y avait des Hindous, mais pas ici. À partir de la Bassée, en allant vers le nord. Et puis les Portugais. Et pendant notre séjour à Ounin, là, j'ai vu une chose. Je suis triste de dire ça. Un Spice arrivé et avec un convoi de prisonniers, derrière le convoi de prisonniers de environ 150 prisonniers allemands qui sont des sur Saint-Paul. C'était pas un Spice, c'est un goumier qu'on appelle ça. Il avait une tête de soldat allemand pendue au machin Sarcelles. Sarcelles. Derrière Sarcelles. Et il courait à faire, et puis il faisait voir. Enfin, il parlait à moitié français, il faisait voir aux gens. C'était pour se vanter d'avoir fait cette conquête, ouais. Ces coloniaux ont eu du mal à s'habituer, à s'acclimater surtout. Ensuite, bon, une chose est certaine, c'est que les conventions, si vous voulez, qu'on accorde en Europe pour une guerre, sont difficilement acceptables pour les gens qui viennent d'autres cultures, sans aucun aspect péjoratif. C'est-à-dire que eux, la guerre est totale. On élimine l'adversaire. Et l'état-major, enfin l'encadrement a énormément de mal à acclimater à ces hommes, à accepter qu'on fasse des prisonniers, à ce qu'on respecte les prisonniers. C'est pas dans leur culture. Un conflit dans les pays d'Afrique ou d'Asie, on ne fait pas de prisonniers. On élimine l'adversaire. Et il a fallu s'y habituer. Alors c'est pour ça que certaines troupes
ont dû, changer un peu leurs coutumes. Je me rappelle, on avait à Saint-Fleury, ma grand-mère, alors on allait voir, et à ce moment-là, c'était des hindous. Et alors, ils avaient une musette, chaque fois qu'ils tuaient un Allemand, ils coupaient les oreilles. Alors ils retournaient dans sa musette les oreilles. Ça, ils me l'ont fait voir, hein. Ils retournaient leur musette avec toutes ces oreilles dedans. Comme on donnait à surveiller, c'était des travaux que faisaient notamment les Noirs, surveiller les prisonniers. Le jour où il y avait des litiges entre les surveillants et les prisonniers, on se retrouvait avec une flopée de prisonniers complètement décapités. Et ça s'est fait ici. Les populations civiles en venant ont eu la curiosité, enfin, la triste surprise de trouver des puits dans lesquels il y avait énormément de crânes d'Allemands qui avaient été décapités par les troupes indigènes. Depuis 1914, les Alliés ont pu compter sur un demi-million d'hommes venus des colonies. Reconnus pour leur courage et leur force au combat, ils forment souvent les premières lignes d'attaque. On estime à 100 000 morts le nombre de coloniaux tués, soit un cinquième des effectifs. De leur côté, les civils sont de plus en plus témoins des atrocités qui ne touchent plus seulement les militaires. Pour nombre d'enfants, la vue de corps de civils mutilés par les bombardements fait partie de leur quotidien. Il y a un de nos camarades, il s'amusait à faire des feux, là. Tranquillement. Puis alors, il y a une jeune fille qui habitait plus loin, elle passait avec son panier, en galoche, elle devait faire des courses. Il est arrivé jusqu'au but, là. Alors, le camarade qui a été blessé, d'une 60 d'éclats sur lui. Il a traîné 3 mois à l'hôpital, puis il est mort. Et la fille, elle a été projetée à 10 mètres plus loin. Elle est retombée sur une lessiveuse, elle qui a basculé, elle a rentré entièrement dedans. Alors on cherchait après. Alors il y a la dame de la maison, elle dit, je m'en vais chercher ma voisine pour ramasser la poussière. Puis elle a découvert. Alors 2 soldats, avec un sac, ils ont mis la fillette dedans, une fillette de 14 ans, hein. La fille elle est dedans, là elle a pris la gueule, l'autre le pont, puis ils l'ont reposé chez elle. Déchiqueté. C'est vrai, hein? Alors elle avait une robe bleu marine, et moi j'habitais en face, les maisons qui sont encore là. Il y avait des épines, des aubépines tout le long. Il y avait au moins un 100 morceaux d'estrope bleu marine d'accrochés aux épines. Alors que le désespoir s'installe dans les villes et les villages de la région, le plateau de Lorette est finalement repris en octobre 1915 par les Alliés. La victoire n'est que partielle, car le front se stabilise non loin de là, entre le plateau de Lorette et la crête de Vimy. Lens, Liévin et Los-en-Gohelle restent sous contrôle de l'armée allemande. Les tranchées se creusent plus profondément. La guerre de mouvement devient une guerre d'usure qui enterre ses soldats. Une aide alimentaire aux populations des zones occupées se met en place avec l'accord de l'occupant. Ce dernier voit en cela la possibilité de se focaliser sur son effort de guerre sans penser à nourrir la population locale. Au printemps 1915, le comité hispano-américain et le comité du nord de la France distribuent quotidiennement aux habitants affamés de la farine, du saindoux, des conserves et parfois du café et des biscuits.
Le système du ravitaillement est d'une précision absolument extraordinaire. Il y a d'une part des magasins organisés par les Allemands, où là très rapidement on ne trouve plus grand-chose, mais tout le monde aussi a le droit de s'y ravitailler, mais les prix augmentent de façon extraordinaire. Et donc, à ce moment-là, seuls les riches vont pouvoir se nourrir correctement. Il y a aussi les campagnes où ça va beaucoup mieux que les villes, parce que dans les campagnes, on peut faire son jardin, ce qui explique qu'absolument partout, on essaie de tout cultiver. Sauf que les Allemands cultivent aussi pour eux, parce qu'il faut aussi qu'ils nourrissent leur armée. Et donc, il y a une concurrence sur les lieux pour planter. Et puis, enfin, il y a toutes les régions où on ne peut pas planter quoi que ce soit, dans les villes. Et là, ça devient catastrophique. On était rationnés. Vraiment, parce que comme tout partout, les Allemands, ils avaient réquisitionné beaucoup de choses. Il s'est trouvé pendant ces quelques jours, les Allemands qui étaient là, il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus de farine. C'était assez difficile, parce que c'est surtout le ravitaillement qui n'arrivait pas. Ils étaient, comment dire, fort à cheval. Ils voulaient garder, là, avec leur autorité. Hein. Le ravitaillement était plutôt pénible. Hein. On a été ravitaillés par l'Amérique, soi-disant du lard américain, de la céréaline, des produits du riz, tous des produits comme ça. Puis, alors on était contingentés. On allait chercher ce ravitaillement. Quand on nous l'indiquait, on avait tel numéro, de tel numéro à tel numéro. Je me rappelle, c'était numéro 279 pour aller chercher notre ravitaillement. Puis alors on était rationnés. Hein. On était rationnés, on avait autant de ci, autant de là, autant de ci, autant de là. Question de ça, vous savez, on n'avait pas toujours à manger comme il faut. Hein. On avait d'abord du pain caca, du pain noir, hein. On appelait ça du pain caca. Les mines tournaient toujours. Hein. Et puis avant, ils étaient ravitaillés. Parce que les mineurs, ça avait été dur. Ils avaient leur coopérative. Donc ils étaient quand même, les mineurs, bien ravitaillés. Quoique tout le monde, vous savez, il y avait beaucoup de grandes familles. Tout le monde cherchait à manger. Vous savez, manger, ça manquait. Hein. Et il fallait faire attention. Bien enfermer son poulailler et la cabane à lapin. Parce que après, les Anglais, ils étaient plus modernes. D'abord, ils nous ont ravitaillés, d'abord. Je vous l'ai dit, peut-être. Et tout d'un coup, même tout gosse que j'étais, elle ne s'occupait pas. Je garde, il me dire, il faut un équipage pour aller il y a un wagon déchargé pour ce dorette, enfin, un coup c'était à Servain, à Gouy, et une fois on était jusqu'au Bois d'Aille, là-bas, on était à 1 kilomètre de dorette. Après à peine plus d'une année de guerre dans la région, et des pertes qui se comptent en dizaines de milliers de morts, la population, quel que soit le côté du front où elle se trouve, vit chaque jour avec le sentiment de ne plus avoir son destin en main, dépendant des commandements et des opérations militaires. Les civils, tout comme les soldats, sont fatigués de cette guerre. Pourtant, ils ne savent pas que 3 longues années les séparent de la fin des atrocités. En mai 15, je crois. Une offensive terrible. Et puis alors, quand c'était fini, on s'est mis à la porte pour voir tous les prisonniers français qui revenaient. Il y avait la commandature qui était au Marronnier, les soldats français allaient pour rendre des comptes, ils perçaient tous avec les Allemands, hein. Et les Allemands ils s'approchaient quand même. Et on leur disait, on en a encore pour longtemps, courage, courage, ils nous disaient. Alors, je me rappelle, j'ai donné 2 sous à un soldat. Ils nous consolaient en disant courage, courage. On a vu souvent des soldats français prisonniers. Une fois, il y a un petit officier allemand qui a dit à ma mère, on était chez Madame Leclerc,
Et puis il lui a dit, dans un pays comme celui-ci, vous allez manger des rats et des souris. Ma mère, elle lui a répondu, mais t'en mangeras avec nous, puisque t'es là, t'en mangeras avec nous. Documentaire très puissant, hein, première partie, et la deuxième partie, c'est samedi à 20h30. On se retrouve avec nos invités, et tout d'abord Jean-Paul Victor. Bonsoir. Alors, vous êtes l'un des auteurs, et c'est vous êtes originaire de Liévin, c'est vous qui avez enregistré tous ces témoins que nous voyons dans ce documentaire. En 1998, plus de 15 heures d'interview. Comment vous les aviez préparés à cette rencontre pour qu'ils se lâchent comme ça? Ben, disons que le tout, c'est de ne pas préparer. On y va, on tourne. Et en faisant mon film sur la guerre 14, déjà pour La Colline, je dis tiens, ce ne serait pas bête de voir ce que pouvaient les civils sentir. Et j'ai entrepris de mettre ma caméra, toujours avec nous. T'as pas un petit grand-père là qui... Ben si, et puis voilà, et c'est parti. Est-ce qu'ils vous ont, au cours de ces entretiens qui ont duré, exprimé des faits qu'ils n'avaient jamais révélés jusqu'alors? Eh oui. Ouais, lesquels par exemple? Monsieur Larivière parle dans son interview qu'il a dénoyé son chien. Oui, pour ne pas payer la taxe. Pour ne pas payer la taxe. Bon, c'est quand même assez fort. Bon sang, si je payais la taxe, j'ai donné l'argent à l'Allemand, et cet argent est transformé en balles. Et je ne voulais pas que ces balles servent à... Et ça, il ne l'avait jamais exprimé. Il ne l'avait jamais dit. Ouais, non, il y a des choses fortes dans ce film. Est-ce que, au-delà de votre boulot de cinéaste, il y a un acte militant un peu derrière? Il était urgent de garder cette trace. Il était très urgent de garder cette mémoire. Parce que maintenant, ils sont peut-être disparus. Donc, il était temps. Et ils expriment bien le caractère exceptionnel de ce qui s'est passé. Exactement. Exceptionnel, fort, parce que... Ah ouais. Waouh. C'est énorme. Alors vous êtes la première génération à n'avoir jamais connu physiquement des gens qui ont vécu cette guerre. Cette guerre, aujourd'hui, ça représente quoi dans votre esprit? Julie, par exemple? Moi, ça évoque la naissance de mon arrière-grand-père, qui est né en 1916. Ouais. Et puis après, j'ai voulu m'intéresser à cette guerre en participant à un atelier histoire. Alors, tu nous en parleras tout à l'heure avec le professeur qui va nous rejoindre. Et Guillaume? Puis moi, de mon arrière-grand-père ayant été soldat en 1916 dans la bataille de la Somme, ça a été là, et puis par les historiques de famille, et l'histoire qui est derrière, etc. Donc des racines familiales, et alors Guillaume nous a aussi amené des traces physiques, le livret militaire, on le verra tout à l'heure, Guillaume. Yves Le Maner, on le réapprend dans le documentaire, cette guerre n'était pas faite pour durer. On s'est fait un peu prendre au piège, les Français. Comment ça s'est vécu dans cette première année de guerre? En fait, tout le monde s'est trompé de guerre au début. On est parti se battre à pied, à cheval, comme on le faisait depuis des siècles. Mais le problème, c'est que l'Europe était devenue une civilisation industrielle. Et les armées étaient dotées en 1914 de capacités de feu terrifiantes. Imaginez une division, c'est 12 000 hommes. Et ces 12 000 hommes, en une minute, sont capables de tirer 150 000 balles. Une grêle d'acier qui va s'abattre à plusieurs centaines de mètres sur l'adversaire. Ce qui fait qu'au lieu de rentrer un mois plus tard, comme chacun l'avait espéré pour les moissons, eh bien, on a eu affaire à des combats d'une violence extrême dans les champs de blé,
C'était un moment tout à fait particulier, c'est un des plus beaux printemps et un des plus beaux étés du siècle qu'on a connu en 14, et les champs ont été rapidement recouverts de cadavres. Il est mort... Transformé complètement. Tout à fait. Il est mort plus d'hommes dans les premières semaines de la guerre de 14, la guerre de mouvement, que dans la guerre de tranchées à même durée. Parce qu'il y avait une capacité de feu absolument terrifiante. Et donc, au lieu de rentrer, eh bien, ça a duré 4 ans. Cette guerre s'est modernisée dans sa deuxième partie, avec sa, entre guillemets, mécanisation. Oui. Comment ça s'est vécu sur le terrain, sur les premières semaines? Alors, vous parlez d'un printemps magnifique, et puis après, l'automne, l'hiver sont arrivés. Où là, c'était de la boue, des conditions de vie infernales qu'on a vues là. C'est le sentiment pour les soldats d'une régression. L'Europe était portée par la civilisation triomphante, tout s'améliorait, les conditions de vie étaient meilleures. Et voilà que brutalement, ils sont revenus à un état animal. On vit sur la terre, parfois dans la terre, entouré de rats, entouré de parasites. On a le sentiment d'une régression et en même temps la mort est omniprésente. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces soldats, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands, qu'ils soient britanniques, ils ont tenu le choc parce qu'ils se battaient pour leur pays, parce que c'était des citoyens soldats et que pour eux, ils avaient le sentiment d'être du bon côté, du bon droit. Jean-Paul, c'est un sacré cadeau que vous nous avez fait ce soir. Hein. C'est un trésor là. Quoi, oui, c'est exact. C'est un moment, il fallait le faire. Et il faut le garder à jamais dans sa mémoire. Alors, on va repartir sur le terrain à Notre-Dame de Lorette avec Sébastien Ambert. Vous l'avez compris, ça a été un très haut lieu de bataille. Une bataille qui a duré plus de 14 mois sur place. Reportage de Sébastien Ambert. C'est la plus grande nécropole de France. Notre-Dame de Lorette abrite 20 000 tombes de poilus identifiés et 22 000 de soldats inconnus. Les corps de 42 000 Français reposent ici. En octobre 1914, les Allemands prennent position sur la colline, lieu stratégique puisqu'elle est le point d'entrée du bassin minier. En bas, on extrait du charbon qui sert à faire tourner les usines d'armement. Les Français vont alors se battre pour reprendre la colline de Lorette, une bataille qui va durer 14 mois, qui fera 200 000 morts. C'était un choc terrible, puisque entre autres, le 31e bataillon de chasseurs à pied va perdre 70% de ses effectifs sur 3 jours, c'est-à-dire 2100 hommes sur 3 jours. C'est quelque chose d'effroyable. C'est quand même la terre de France la plus gorgée de sang. Henri et Pierre viennent ici une fois par an. Ils sont gardes d'honneur, une spécificité de Notre-Dame de Lorette. Ces hommes, ils sont 3600 en tout, ont une mission, assurer une présence humaine sur les différents sites du mémorial. Notre rôle, c'est aussi remplacer les familles, enfin, pour assurer le souvenir. Des familles qui, pour certaines, continuent de rechercher la trace d'un parent disparu pendant les combats. Cette dame espère retrouver son grand-oncle qui a été tué ici, en septembre 1915. Il a été déclaré disparu à Neuville-Saint-Va, et puis on est venu, on a vu que les inconnus de Neuville-Saint-Va, il y en avait qui avaient été mis à l'ossuaire de Barbeau. Donc on peut penser qu'il est là. Enfin, ma mère... elle aimait bien, elle est très famille, donc elle essaye d'en savoir plus. Des milliers de corps ont été retrouvés sans qu'on puisse les identifier. Notre-Dame de Lorette leur rend hommage. Et au pied de la colline, à Vimy, chaque arbre de cette forêt représente un soldat, mort entre 1914 et 1918. Yves me disait pendant la diffusion de ce reportage qu'il y a un site très intéressant. Vous donnez l'adresse? C'est www.mémoiredeshommes.fr. C'est un site du ministère de la Défense qui met en ligne toutes les fiches des 1 400 000 soldats français qui ont été tués entre 14 et 18. Et quand on sait que chaque famille française a perdu l'un des siens ou plusieurs, c'est un site magnifique. Ah ouais. Alors, Guillaume va être garde d'honneur dans 15 jours à Notre-Dame de Lorette, un des plus jeunes certainement. Certainement. Comment vous arrivez à ça? Comment? De connaissances par les amis aussi collectionneurs, puisque moi je suis collectionneur passionné et collectionneur. On crée des liens et on m'invite surtout à aller visiter et voir. Et là, ça va être une grande découverte pour moi, puisque j'ai déjà été à Notre-Dame visiter la nécropole, le musée qui est à côté. Mais être garde d'honneur... Vous êtes acteur, là. C'est fort, on les a vus dans le reportage. Voilà, il y a des images actuellement. C'est ce qui va être prenant et puis je vais découvrir. Alors, super. Bertrand Lecomte est prof d'histoire. Et il a mené un beau projet avec une classe de 3e où vous étiez. Alors maintenant, vous êtes en seconde, Julie. Comment s'est monté le projet, Bertrand? C'est parti déjà d'un constat simple.
c'est que la Première Guerre mondiale a concerné la commune dans laquelle se trouve le collège où je travaille avec Julie. Donc Noyelles. La commune de Noyelles-sous-Lens, qui a été occupée par l'armée allemande très vite au début de la guerre. Oui. Les tranchées n'étaient pas très loin, on va dire c'était le front de Notre-Dame de Lorette. Mmh. Donc avec les élèves, on a commencé à réfléchir. Ils sont arrivés dès octobre 14. Voilà, dès octobre 14. Donc avec les élèves, on a essayé de réfléchir sur cette histoire. Et puis on a élargi le champ d'investigation. Et on est parti sur l'échelle du Nord-Pas-de-Calais. Et on s'est rendu compte, avec eux, qu'il y avait toute une série de monuments qui pouvaient commémorer la Première Guerre mondiale. Alors qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Il y a eu une expo, mais il y a eu plein de trucs qui se sont passés avant. Expliquez-nous. On a été visiter plusieurs monuments, Par entre exemple la Bassée et Armentières. Ouais. Vous êtes allé à Fromelles? Oui. Hein? On a visité un cimetière anglais. J'ai vu dans votre dossier que vous aviez passé 2 heures à décortiquer le monument aux morts de Noyelles-sous-Lens. Rien que ça, c'est bien de passer du temps devant ce type de monument. Qu'est-ce que ça vous a fait découvrir, vous, Julie? Ça m'a fait découvrir plein de choses, surtout que... C'est-à-dire, par exemple, un truc qui vous revient à l'esprit? J'ai beaucoup aimé l'histoire du sergent Fraser. C'est-à-dire? En fait, c'était un soldat australien qui avait beaucoup de courage et de solidarité parce qu'il risquait sa vie pour sauver celle des autres. Ouais, ça c'est une belle posture. Hein. Et tout ça s'est déroulé pendant la bataille de Fromelles, qui a eu lieu les 19 et 20 juillet 1916. Donc au cours du combat, beaucoup d'Australiens ont été victimes des Allemands et ont été abandonnés sur le champ de bataille ou dans les tranchées adverses. Et donc le sergent Fraser, comme a dit Julie, il a pris son courage à deux mains, par souci de solidarité, et il est allé chercher ses camarades dans les tranchées pour les ramener, pour qu'ils soient soignés dans le camp allié. La mémoire, on en parle beaucoup, hein, évidemment, en ce 11 novembre. Je vous emmène au musée de Péronne. Si vous ne l'avez pas encore découvert, allez-y parce que c'est très intéressant. Et on y voit aussi toutes les traces de ces batailles de la Somme en particulier. Regardez. Chaque tenue de soldat est étalée à terre, comme pour rappeler les 10 millions de morts du premier conflit mondial. En France, toutes les familles ont été touchées par la guerre et le musée de Péronne sert de lieu du souvenir, ce qui permet à tous de retracer la petite histoire de la Grande Guerre. En venant ici, ce qui les touche profondément, c'est de retrouver ce passé, cette vie au quotidien qu'ils ont dû vivre. Et plus que cette vie, c'est la souffrance que ces gens ont dû vivre. Première guerre moderne, 14-18 garde une place à part dans les mémoires. Et si les témoins du conflit ont presque tous disparu, ce sont leurs familles qui cherchent aujourd'hui à savoir ce qu'il s'est passé. Ma grand-mère racontait ce qui s'était passé et j'ai même eu là dernièrement des souvenirs qui ont été évoqués par mon père sur la guerre de son propre père, mais c'est sorti il y a 3 mois. Et ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se croisent ici chaque année, une sorte de pèlerinage à l'endroit même de la bataille de la Somme. Le devoir de mémoire, allez-y. Julie, vous avez une question à poser à Yves? Oui, d'où vient votre passion pour l'histoire de la Grande Guerre? C'est un peu comme toi, c'est la transmission dans ma famille. Moi aussi, j'ai un grand-père qui a combattu à Verdun. Et il est disparu, et j'ai gardé toujours son visage qui devenait très fermé, très dur, lorsqu'il évoquait ce qu'était sa jeunesse. Parce qu'il ne faut pas oublier que les guerres, ce n'est pas une affaire d'anciens combattants avec des cheveux blancs et de lourdes décorations. Les hommes qui se battaient étaient des gens très jeunes. Ah oui, et avec des enfants parfois, hein, même souvent. Alors Guillaume, il a découvert par hasard la vie au front de son arrière-grand-père. Voilà. Vous avez son livret militaire. Alors voilà, j'ai son livret militaire, ma passion est partie de là aussi. Montrez-le. Donc son livret militaire qui a été récupéré dans une des proches de ma famille. Et avec tout ça, j'ai réussi à retracer son parcours militaire. Il était chasseur à pied. Joseph Molland. Voilà, Joseph Molland, qui était chasseur à pied en 1916, donc à la bataille de la Somme. Exactement, il a combattu à Sailly-Saillisel. Et il est décédé en reprenant ses positions le 7 octobre 1916 exactement. Alors, vous avez décortiqué, vous continuez à enquêter comme un journaliste voilà. Sur le parcours de votre arrière-grand-père. Qu'est-ce que ça vous apprend? Ça m'apprend de ce qu'il a fait et en quoi ça vous sert à vous aujourd'hui? Aujourd'hui, ça me sert au devoir de mémoire. Ça veut dire quoi, le devoir de mémoire? Le devoir de mémoire, c'est savoir que lui, parmi tant d'autres, ont combattu et sont morts. Et moi, je veux donner aux personnes, aux enfants, à venir quand je fais des expositions, que je présente personnellement, quand ils viennent chez moi, de montrer ce que les soldats ont vécu.
l'atrocité qu'ils ont pu subir et retracer l'histoire par l'objet, comme là son casque, pas son casque personnellement, mais il avait exactement le même pendant les combats. Et c'est ça qui est très prenant et que je veux donner aux enfants, enfin à toutes les personnes preneurs. Yves Lemaner, dans le documentaire qu'on vient de voir, ça je ne le savais pas, toutes les images d'époque sont des reconstitutions. Oui. Il faut être clair là-dessus. Tout à fait. On a très peu en archive d'images réelles. Il n'y en a aucune parce que les caméras à l'époque n'avaient pas techniquement la capacité de prendre des mouvements. Bah oui, donc on reconstituait à l'arrière, non seulement pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons idéologiques, parce que bien sûr il ne fallait pas montrer la guerre dans sa terrible réalité. Elle devait être en apparence propre, parce que certes on tuait l'ennemi, mais les familles qui recevaient les notifications savaient très bien que c'était aussi leurs frères, leurs pères qui tombaient sur le champ de bataille. Donc les reconstitutions, elles sont un peu surréalistes. Cette population de l'Artois, non seulement elle a souffert, mais en plus elle a été parfois insultée. On les appelait les Boches du Nord. Pourquoi ? Il faut voir que pendant cette Première Guerre mondiale, il y a une haine extrême entre les nations, entre les peuples. Et donc ceux qui sont au contact de l'ennemi, en l'occurrence les populations du Nord-Pas-de-Calais qui sont occupées par l'armée allemande, sont considérés comme, entre guillemets, contaminés par le contact avec celui-ci. Donc ce surnom de Boche du Nord, puisque le Boche, c'est le terme qu'on emploie de façon méprisante contre l'Allemand envahisseur, a été accolé aux gens du Nord. Et ce qui est très curieux, la mémoire est longue dans les peuples. 20 ans plus tard, quand la guerre revient sur le sol du Nord-Pas-de-Calais, que plus d'1 million de personnes prennent les chemins de l'Exode, ils arrivent dans le Midi, et comment les appelle-t-on ? Les Boches du Nord. La mémoire est très très dure. Et vous avez vu dans ce documentaire cette espionne qui fréquente les Allemands. Elle les accueille même chez elle, donc traitée de tous les noms. Une putain, une traînée, tout ce qu'on veut. Mais c'était juste pour obtenir des renseignements pour les livrer aux Alliés. Je vous emmène maintenant à Fromelles. On l'a évoqué tout à l'heure. 400 soldats australiens ont été tués en 1916 sur place par les Allemands et enterrés par les Allemands tout de suite. Et on vient d'exhumer il y a quelques mois ces corps et c'est maintenant devenu un lieu de mémoire, reportage de Sébastien Ambert. Et si le brouillard de l'histoire se dissipait enfin dans ce petit bout de terrain coincé entre les champs et le bois ? Les pelleteuses creusent délicatement, les archéologues et militaires australiens scrutent la terre. Celle qui emprisonne peut-être le corps des 400 soldats australiens tués en 1916. Tués par les Allemands qui vont les enterrer ici. Et puis plus rien. L'histoire a oublié complètement cet épisode. Jusqu'à ce qu'une association australienne retrouve la trace de la 15e brigade. Et hier, un avant-bras a été déterré, signe que les soldats sont bel et bien là. The 90 years distance is particularly evocative. It is seen as very important in Australia. It's of national importance. Voilà comment étaient habillés les soldats australiens lors de la Première Guerre mondiale. 50 000 sont venus combattre en France. La bataille de Fromelles, où se situe le charnier, a été une boucherie. Les Australiens ont été pris au piège par les Allemands. Je pense qu'il y a là-bas un désir très fort de savoir ce qui est arrivé à ces soldats australiens qui ont fait 20 000 km là pour donner leur vie, pour défendre notre pays. Et puis il y a les extraordinaires petites histoires dans la grande. Pour Tim Whitford, c'est un miracle. L'an dernier, il a retrouvé ici, dans ce champ presque par hasard, la médaille de son grand-oncle, Harry, 20 ans au moment de la guerre. Maintenant, il attend que l'on remonte son corps. J'ai cherché après Harry durant 30 ans. Et je suis là, aujourd'hui, très proche du début, de la fin de l'histoire d'Harry. Les fouilles vont se poursuivre encore 3 semaines. 10 000 soldats australiens sont toujours portés disparus depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Julie a visité Fromelles. Est-ce que vous aviez conscience de ces jeunes soldats venus du bout du monde, qui n'avaient rien demandé, qui sont venus se faire flinguer là sur place? Non, pas du tout. Et alors? Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait un livret d'or où plusieurs personnes marquaient ce qu'ils ressentaient, des choses comme ça. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le nombre de fleurs qui étaient... L'hommage. Oui. Hein. Alors Guillaume était aussi sur place le jour de la visite du prince Charles. Voilà. Vous avez une question à poser à Yves? Oui, une question pour savoir, le mythe des Uhlans, donc les soldats allemands... On en parle dans le docu. Est-ce que ils égorgeaient et éventraient les femmes? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, voilà. On l'évoque dans le documentaire, mais sans preuve.
il y a eu des violences extrêmement graves en Belgique dans les premiers jours de l'invasion de 1914. Il faut imaginer que les jeunes soldats allemands entraient en terre ennemie et ils avaient en mémoire, donnée par leurs officiers, l'image d'un adversaire absolument diabolique. Et la peur génère souvent la violence extrême. Donc il y a eu des massacres réels de civils, notamment dans la ville de Dinan. Plusieurs centaines de femmes, d'enfants ont été assassinées, brûlées dans la ville. Et ensuite, bien sûr, l'information du côté allié, la propagande française, britannique, a eu vent de cette affaire et a bien évidemment gonflé utilisé des mots de plus en plus violents pour assimiler l'ennemi allemand à la barbarie, puisqu'il s'agissait de dire « nous sommes la civilisation, ils sont les barbares ». Il y a eu certainement, comme dans toute guerre de cette ampleur, des crimes atroces, mais pas de façon aussi systématique. Il y a eu des massacres au début, mais peut-être pas avec les extrémités tragiques que vous évoquiez à l'instant. D'accord. Mais c'est clair que c'était cruel pour les civils comme pour les militaires. Comme pour les militaires. Et ensuite, bien sûr, on instrumentalise ce qui s'est passé, on s'en sert comme une arme. Les mots peuvent être une arme aussi forte parfois que les balles. Ce que vous avez pu comprendre du quotidien de cette guerre, et si vous le rapprochez à des faits qui se produisent encore aujourd'hui, parce que malheureusement la guerre est encore bien présente, c'est plus, moins cruel. Enfin, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, l'un ou l'autre? Guillaume? Moins plus cruel, on a remarqué, moi je pense qu'il y a eu 2 guerres mondiales, ça a montré que c'était d'une grande ampleur, et puis on voit actuellement qu'il y a encore des guerres en Afghanistan même, en Irak, que normalement en voyant ça, en revoyant l'histoire, ça ne devrait pas, il ne devrait plus en avoir. Ça fait du bon sens. Mais malheureusement c'est pas partagé, pas par tous. Alors, vous avez vu dans le documentaire, les Allemands nous ont bien eus. On les attendait par l'Est, ils sont arrivés par la Belgique, la poche d'Ypres. Et à Ypres, je vous conseille aussi le musée qui est installé dans les anciens halles de Drap, et qui est super parce que interactif. Et je vous propose une visite guidée avec Jean-Philippe Debarge. Cette fois, c'est un mélange des mélanges. On n'a plus de droite ni de gauche. On est comme du mortier. En plein cœur de la bataille, cette salle, c'est l'un des moments forts d'In Flanders Fields. Ce musée, situé dans la halle aux draps, au centre d'Ypres, vous renvoie justement dans la cité flamande, durement frappée par la Première Guerre mondiale. Ypres, alors point stratégique de l'armée allemande. Il n'y a qu'une seule brèche dans cette grande ligne à partir de la frontière suisse jusqu'à la mer du Nord, et c'est Ypres. Les affrontements entre troupes alliées et allemandes seront terribles. Pour s'en rendre compte, le public est invité à devenir lui-même acteur de la der des der. La question est, voulez-vous aller en Flandre pour faire la guerre? Bon, oui, en français. Et bon, on veut être un personnage d'homme. Voilà, c'est titré. Et avec la code barre, on peut entrer dans son histoire. C'est un personnage qui a vécu ici pendant la guerre et qui, bon, on va voir ce qu'il a fait pendant cette guerre. La moitié déjà de toutes les histoires qu'on a ici dans ces ordinateurs nous viennent des visiteurs. Ils viennent avec leurs photos de famille, leurs documents qu'ils ont encore, leur arrière-grand-père, etc. La visite se poursuit. Attention, prenez garde au passage de cette troupe venue de nulle part. À partir du 1er décembre de cette année, vont débuter des travaux de rénovation et d'extension d'In Flanders Fields. La fin de ces travaux est programmée au 1er avril 2012. De Belgen vloeken en zweren, de Fransen drinken en smeren, de Britten wassen en scheren, de Duitsers vechten als beren en allen zien de meisjes scheren. Bertrand, quel est votre truc, votre secret pour enthousiasmer des jeunes
à bosser sur un sujet qu'ils n'ont pas vécu? C'est un petit peu la Parce passion. qu'ils le vivent après, là, on le voit. C'est un peu la passion. Moi, j'écoutais le jeune homme à côté de moi. J'ai eu le même parcours étant jeune. On s'était intéressé, je me suis intéressé à cette époque-là, et puis cette époque-là m'a fait rentrer dans l'histoire. Et après, quand on a le goût de quelque chose, on peut facilement le communiquer à des élèves. Et ensuite, en montant un bon projet, après on les accompagne et puis on peut faire des choses intéressantes. Julie, une autre question pour Yves Lemaner? Est-ce que vous étiez au nouveau cimetière de Fromelles? Oui, j'ai eu ce privilège d'assister à cette cérémonie qui était très émouvante. Parce que je trouve ce qui est très intéressant de noter, c'est que cette période tragique de 14-18, elle est commémorée par les peuples britanniques avec beaucoup de dignité. D'émotion, ça n'a jamais de vulgarité. Et ce que je recommande aussi aux gens du Nord-Pas-de-Calais, c'est de prendre du temps le week-end qui vient, même s'il fait mauvais, pour visiter un cimetière militaire anglais. Il y en a près de 500 dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une des régions d'Europe où il y en a le plus. Et vous verrez, ces lieux sont... très difficile à dire, mais c'est le mot, ils sont beaux. Les pierres sont élégantes, les graphies sont respectueuses. Et en période estivale, c'est couvert de fleurs. Parce qu'en effet, ils n'ont pas voulu commémorer la guerre de façon horrible, ils ont voulu donner la vie que ces soldats n'ont pas eue parce qu'ils sont morts jeunes. C'est un magnifique enchaînement puisque il y a quelques mois, je tournais une émission à Vimy et j'y ai rencontré un groupe de jeunes Canadiens venus de l'Ontario. Et ils étaient là en mémoire pour découvrir ce que leur peuple était venu faire ici aussi à nos côtés. Écoutez-les parce qu'ils ont chanté sur place. Vous venez du Canada? Oui, je venais du Canada. Oui. Alors, comment vous découvrez ce site? Dans l'histoire du Canada, la reconquête de Vimy en 1917 tient une grande place dans notre culture. Dès l'âge de 6 ans, ce fait historique fait partie de notre éducation. En étant en France, nous nous devions, pour une journée, de quitter Paris pour venir ici, en personne, voir ce lieu, les tranchées et bien sûr le monument. Je trouve cela magnifique et admirable d'avoir construit un tel monument. C'est important pour commémorer les événements qui se sont déroulés ici. Je suis stupéfait. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient construit ce mémorial ici en France pour honorer les Canadiens qui se sont battus auprès de leurs frères au nom de la liberté. C'est vraiment incroyable. Tout est possible, tout peut changer un jour. Tout peut changer un jour, tu m'étonnes. Yves Lemaner, le deuxième documentaire qu'on va découvrir samedi nous emmène jusqu'à la fin de la guerre. Après le cessez-le-feu, l'armistice, c'est un paysage de désolation, quoi. Le paysage est complètement transformé. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premières semaines sur place, chez les militaires comme chez les civils? D'abord, il y a un immense soulagement. Plutôt que de parler de victoire dans le camp allié, on a ressenti la fin d'une épreuve à aucune autre pareille. On n'avait jamais vécu un tel drame. Et ensuite, on découvre un paysage qui ne ressemble pas aux ruines habituelles. Ah oui. Parce que quand on dit c'est effacé du paysage, c'est ça qu'on voit. Des villages qui sont réduits simplement aux fondations des maisons. Des centaines de villages anéantis. Le sol est blanc, la craie à fleurs, parce qu'elle a été remuée sans cesse par les obus. Et les premières choses qui vont pousser, ce sont des fleurs sauvages, et parmi elles les coquelicots. Ce qui explique pourquoi nos amis britanniques portent au moment du 11 novembre le petit poppy, le coquelicot. Et ça nous renvoie à Ypres, au grand poète de guerre canadien John McCrae, qui a composé un hymne magnifique à cette guerre qui tue sa jeunesse. Et les peuples britanniques, on l'a vu sur le reportage qui est très très émouvant,
ont une transmission de génération en génération. Leurs nations sont nées là, Canadiens, Australiens, c'est des peuples qui se sont structurés, qui se sont formés dans le sang de la Grande Guerre en France. Transmission de génération en génération. Vous deux, j'espère que vous aurez des enfants un jour. Ah, pas forcément ensemble. Hein. Qu'est-ce que vous leur raconterez, vous qui vous êtes intéressé à ce sujet, Julie? Je leur raconterai ce que mon professeur m'a appris. Et qu'est-ce que tu retiens? S'il y avait une phrase à retenir, une idée plutôt. Il y en a tellement que je ne sais pas. La mémoire, bien sûr, l'engagement aussi. Hein, et puis peut-être que la guerre, c'est un peu une connerie, toujours, non? Hein? Et Guillaume, qu'est-ce qu'il retient? Moi, de transmettre le devoir de mémoire. Que la famille, des proches de la famille ont été sur le front et de pouvoir leur enseigner ça, puis l'histoire, les atrocités qui se sont passées, leur montrer peut-être pas toute la vérité, comme on ne connaît pas toute la vérité, mais d'une part, une grande partie, du moins de mes connaissances. Bien sûr. Et on n'en peut plus de la guerre, hein, même si ça existe toujours. Alors ce premier documentaire retraçait les 2 premières années de cette terrible guerre, 1914-1915. Rendez-vous samedi pour voir ce qui s'est passé après, parce que là on va retrouver des populations avec une guerre qui n'en finit pas, qui s'enlise. Même l'ennemi commence à avoir des difficultés à se ravitailler. Il y a la révolution russe qui arrive en 1917. C'est tout cela que nous découvrirons dans la suite de cette chronologie sur cette terre du bassin minier complètement retournée au cœur de l'horreur de la Première Guerre mondiale. Merci de votre attention et rendez-vous samedi à 20h30.